à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, des câbles diplomatiques qui fuitent, des insultes et une démission. L'ambiance est électrique entre Londres et Washington à tel point que l'ambassadeur britannique aux États-Unis a ce mercredi claqué la porte. Vous verrez pourquoi. Les négociations ont repris en début de semaine au Venezuela. Troisième round d'échange entre Nicolás Maduro et l'opposition de Juan Guaidó. En attendant qu'ils aboutissent, le pays qui fait face à de graves pénuries de médicaments se tourne vers le culte des saints ou encore les guérisseurs. Et puis alors que Donald Trump vantait cette semaine le leadership des États-Unis en matière d'écologie, nous nous intéresserons à la ville de New York, la grosse pomme qui s'est fixée pour ambitieux objectif de diminuer de 40% la consommation d'énergie des gratte-ciel et ce d'ici à 10 ans. Il était au centre d'une violente controverse avec le président américain. L'ambassadeur britannique aux États-Unis, Kim Darroch, a annoncé ce mercredi sa démission. Le ton montait depuis plusieurs jours avec Donald Trump. En cause, la publication dans la presse de notes diplomatiques censées rester secrètes, car peu flatteuses à l'égard du locataire de la Maison-Blanche, Laure Manin et Julien Cheida. Kim Darroch n'aura pas tenu bien longtemps dans la tourmente. L'ambassadeur britannique aux États-Unis a fini par démissionner, malgré le soutien de Theresa May. Sir Kim a servi toute sa vie le Royaume-Uni. Et nous lui devons une immense gratitude. Un bon gouvernement dépend de fonctionnaires capables de lui fournir des avis complets et sincères. Des avis sincères, c'est justement ce qui a causé la perte du diplomate. Dimanche 7 juillet, le journal britannique Mail on Sunday publie des messages confidentiels datant de 2017 en provenance de l'ambassade britannique à Washington. Des mémos où monsieur l'ambassadeur ne s'embarrasse pas de périphrases pour évoquer Donald Trump, le président américain y est décrit comme instable et incompétent. Une fuite très embarrassante pour le gouvernement britannique et d'autant plus délicate à gérer que Londres et Washington sont en pleine négociation sur un traité de libre-échange post-Brexit. Sans surprise, Donald Trump commente aussitôt l'affaire sur les réseaux sociaux. L'ambassadeur un peu dingue que le Royaume-Uni nous a imposé n'est pas quelqu'un dont nous sommes contents. C'est un gars vraiment stupide. Il devrait revoir avec son pays et son Premier ministre la manière désastreuse dont ils ont géré le Brexit. Les fuites avaient sans doute pour objectif de faire chuter Kim Darroch, réputé trop pro-européen pour négocier un accord avec les États-Unis. Mais en coupant la tête de l'ambassadeur, la taupe porte aussi un coup aux relations entre Londres et Washington, au moment où le Royaume-Uni a d'autant plus besoin de son allié qu'il s'éloigne de ses voisins européens. Nos relations avec les États-Unis, notamment en ce qui concerne les questions de renseignement et de sécurité, sont ce qu'il y a de plus important dans notre partenariat. Et je trouve que ce genre de fuite n'est pas professionnel, pas éthique et pas patriotique. Un coup dur, certes, mais la relation spéciale entre les deux alliés devrait cependant survivre à la crise. On l'attendait à Oslo, il a finalement repris à la Barbade, dans les Caraïbes. Le dialogue entre les représentants du gouvernement vénézuélien et ceux de l'opposition a été relancé cette semaine. Troisième round de négociations depuis mai, qui rend le président vénézuélien très optimiste. Écoutez-le. Cette rencontre est de bon augure. J'ai des retours du responsable de la délégation vénézuélienne qui participe aux négociations de paix avec l'opposition. Les retours de la rencontre d'aujourd'hui sont prometteurs. L'enjeu évidemment de ces pourparlers, mettre fin à la crise politique en cours, à la pire crise économique de l'histoire récente de ce pays également. Voyez un peu notre chiffre de la semaine. L'hyperinflation devrait atteindre les 10 millions de pourcents en 2019 selon les chiffres du FMI. Les pénuries de nourriture, de médicaments aussi se multiplient. Dans ce contexte, les Vénézuéliens se tournent vers les médecines parallèles. L'occultisme et le culte des saints ont de plus en plus, vous allez le voir, le vent en poupe. Voyez ce reportage de Roméo Langlois et Georges Benezra. Nelson souffre d'une crise de goutte. Son genou gauche lui mène la vie dure. Alors, faute d'argent, comme beaucoup de Vénézuéliens, il va chez le guérisseur. Avec la crise du système de santé, les gens viennent me trouver pour que je les aide, que je leur conseille des remèdes contre la dépression, le stress, les problèmes digestifs. Quand tu vas à l'hôpital, le premier truc qu'on te dit, c'est qu'il n'y a rien pour te soigner. Donc, je viens ici et on me prescrit des herbes, des remèdes naturels.
Don Paul pratique la santeria, un culte cubain d'origine africaine. Pour des prix abordables, il dit soigner l'âme et le corps. Ça fait 25 ans que je suis aveugle. Je parle directement avec Dieu et avec l'Esprit des Saints. Il m'aide à soigner les gens comme lui. Ces icônes représentent autant d'esprits alliés, sources de pouvoir. En bonne place, sur l'autel, le médecin José Gregorio Hernández, mort en 1919. De son vivant, ce saint homme a réalisé énormément de miracles. Il a soigné des gens. Moi, il m'a aidé à soigner des cas de tuberculose, de sida, de cancer. Ce médecin qui avait dédié sa vie aux pauvres repose dans cette église au centre de Caracas. Dans ces temps de maladie et de faim, la tombe de José Gregorio Hernández est l'une des plus visitées du pays. Certains médicaments sont introuvables, les anticonvulsifs notamment. Le laboratoire qui les importait a quitté le pays. Je viens le dimanche. Chaque fois que je peux, j'emmène mon fils pour prier et l'implorer. Le culte de José Gregorio Hernández attire toujours plus de fidèles et l'Église vénézuélienne réclame sa canonisation. Le processus est en cours. Au Vatican, une commission d'experts se penche sur les miracles qu'on lui prête. Toujours aux États-Unis, cette affaire qui pourrait virer au scandale d'État. L'influent milliardaire Jeffrey Epstein va être poursuivi pour abus sexuels et trafic sur mineurs. L'homme, âgé de 66 ans et réputé proche d'hommes politiques, il a été arrêté samedi soir dernier alors qu'il revenait d'un voyage à Paris à bord de son jet privé. L'affaire éclabousse déjà un ministre de Donald Trump, Alexander Acosta. Il est accusé d'avoir conclu, alors qu'il était procureur, un accord de justice ayant permis aux financiers d'échapper à une lourde peine de prison. C'était il y a 10 ans maintenant. Le chef de la Maison-Blanche qui continue d'étonner dans un discours surprenant prononcé à la Maison-Blanche. Donald Trump a vanté cette semaine le leadership environnemental de son administration, ce fervent défenseur des énergies fossiles, dont le charbon, s'étant qui plus est retiré de l'accord de Paris sur le climat, assure que son gouvernement maintient l'équilibre entre une économie forte et un environnement sain. Au niveau local, effectivement, certaines villes se sont lancées un défi vert. C'est le cas de New York qui impose aux gratte-ciel de réduire leur consommation d'énergie de 40% d'ici à 10 ans. Voyez un peu le reportage de nos confrères de France 2. C'est la ville qui en compte le plus au monde. Le plus haut, 541 mètres pour le One World Trade Center. Les gratte-ciel sont les premiers pollueurs de la ville. Voici comment New York leur demande 40% d'économie d'énergie. Sur la 5e avenue, la tour Trump. Pour les écologistes, c'est l'emblème de ces gratte-ciel qui polluent. Les tours de Donald Trump sont les bâtiments qui émettent le plus de gaz à effet de serre à New York. Ce gratte-ciel consomme 93% d'énergie de plus que les autres, que les 50 000 bâtiments recensés et qui vont être soumis à la nouvelle règle. Il y a quelques semaines, c'est ici que le maire de New York a lancé son offensive. Nous avons un message pour Donald Trump. Coupez vos émissions de gaz à effet de serre, ou bien on va tailler dans ce qui compte pour vous, votre argent. Le maire a fait ses comptes. Avec la loi, les bâtiments Trump de la ville devront s'acquitter de plus de 2 millions de dollars d'amende par an s'ils ne font rien. Comment rendre plus vert des gratte-ciel construits parfois dans les années 30 ? L'Empire State Building est l'un des bons élèves. Ce joyau de l'Art déco est l'un des bâtiments les plus visités de New York. Anthony Malkin est le directeur. Il nous emmène dans les coulisses. On a 67 ascenseurs, tous sont neufs. Quand ils descendent, ils produisent de l'électricité pour ceux qui sont en train de monter. En 2005, l'Empire State Building connaît une grande rénovation. Voici le vieux panneau de contrôle. Le chauffage au gaz naturel, la climatisation sont désormais contrôlés par ordinateur, selon l'ensoleillement. Quand le soleil brille à l'est, en été,
On a besoin de climatisation à l'est, mais pas au nord, au sud et à l'ouest. Donc on fait en sorte que la clim ne fonctionne pas à plein tout le temps. 550 millions de dollars investis, l'Empire State Building a réduit de 45% ses émissions de gaz à effet de serre. Quel intérêt ces gratte-ciel ont-ils à devenir verts? David Pennick dirige un projet grandiose, celui du 53W53 en plein cœur de Manhattan. Nous montons au 81e étage, un duplex de 700 mètres carrés. Une vue à 360 degrés sur Manhattan unique. Le bâtiment est conçu en verre. Les vitres sont la première source de déperdition d'énergie. C'est un triple vitrage. Il y a 3 couches de verre et 2 espaces isolants. Je pense que c'est exceptionnel sur un immeuble de cette taille. Mais l'investissement est rentable selon ce promoteur. Nous, on pense que ça fait vendre parce que les gens veulent ce qu'il y a de mieux. On ne fait pas des économies de bout de chandelle. Ça attire les clients et ça les intéresse aussi de faire des économies d'énergie. À New York, ce sont les gestionnaires des immeubles d'habitation les plus anciens qui résistent. La ville exige que toute rénovation du toit s'accompagne d'une installation de panneaux solaires. Ici, ça ne passe pas. Moi, je pourrais en mettre et produire 6 à 10 kW d'électricité, mais c'est à peine 10% de ce dont mon immeuble a besoin. Ce n'est pas vraiment réaliste. Le maire laissera un peu de temps avant d'infliger les premières amendes dans une ville qui connaît une frénésie immobilière. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.